OK, on va commencer. Bonjour, mon nom est Stéphanie Ekstrom et je suis la directrice du développement communautaire de la Research Data Alliance aux États-Unis et hôte du webinaire d'aujourd'hui intitulé 10 choses à savoir pour conserver les recherches reproductibles et FAIR. Avant de commencer aujourd'hui, j'ai quelques informations à partager avec vous sur la RDA et on va passer également en revue quelques remarques administratives. La- L'Alliance de données de recherche est une communauté de 12 784 experts en données de 148 pays qui collaborent et construisent les ponts sociaux et techniques permettant le partage et la réutilisation ouverte des données. Les membres de la RDA se réunissent au sein de groupes de travail, de groupes d'intérêt exploratoire et de groupes de communautés de pratique auto-formés pour échanger des connaissances et des découvertes. Ils discutent aussi des obstacles et des solutions potentielles, définir des politiques et tester des normes. Bon nombre des 86 groupes actifs ont produit des résultats pour améliorer et faciliter le partage et la réutilisation des données au niveau mondial. Nous avons également 30 groupes nationaux qui soutiennent les initiatives et les membres de la RDA de ces régions en leur offrant une plateforme d'interaction au niveau mondial. Ces groupes nationaux peuvent être des pays individuels ou un groupe de pays. Par exemple, il existe une région des Amériques qui comprend tous les pays d'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Il y a également 4 régions contributrices: la France, l'Australie, l'Union européenne et les États-Unis, qui fournissent chacune les ressources pour soutenir les opérations mondiales de la RDA. La RDA US soutient également la communauté mondiale en accueillant euh, plus de 26 000 membres, 2600 membres. En plus de fournir des ressources pour soutenir les opérations mondiales, la RDA US soutient également la communauté mondiale de la RDA en accueillant et en coordonnant les activités de la communauté, y compris cette série de webinaires et en présentant les résultats des groupes de travail et d'intérêt, une série de podcasts présentant les entretiens et des discussions avec les coprésidents des groupes de la RDA nouvellement approuvés. Et nous organisons également une série en Amérique latine comme le moyen de présenter la communauté de la RDA là-bas. Je vais donner plus d'informations sur ces séries à la fin. En plus des 4 régions contributrices, il y a également 58 membres organisationnels qui contribuent également aux ressources des opérations mondiales de la RDA et 12 membres affiliés qui soutiennent la RDA de diverses manières. Donc, juste pour quelque chose pour ce webinaire d'aujourd'hui. Je suis heureuse d'annoncer que nous avons 2 interprètes ici aujourd'hui pour une interprétation en direct vers le français et l'espagnol. Si vous souhaitez écouter une traduction de ce webinaire, vous pouvez sélectionner le globe au bas de votre écran de contrôle si vous ne l'avez pas encore fait. Nous allons également enregistrer cette session en anglais, en français et en espagnol et nous l'ajouterons sur la page d'enregistrement du webinaire. Nous avons prévu du temps à la fin pour les questions. Nous aimerions vraiment que vous puissiez utiliser l'option de, de Q&A en bas de votre écran plutôt que d'utiliser le chat. Si nous n'avons pas le temps de passer à travers toutes les questions avant la fin du temps, nous allons les transférer dans un Google document et nous allons demander à nos présentateurs de répondre à ces questions et nous vous les enverrons la semaine prochaine. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Et je vais maintenant passer la parole à Tom Honeyman, qui sera l'animateur pour notre séance aujourd'hui. Merci, Tom. Et je vais arrêter mon partage d'écran. Juste pour partager mon écran, est-ce que vous pouvez confirmer que les diapositives sont visibles? Nous pouvons maintenant commencer. Merci à tous de nous avoir rejoints ce matin. Aujourd'hui, cet après-midi, quelle que soit votre zone horaire, je vais être votre animateur pour vous guider aujourd'hui et juste rapidement, j'aimerais vous montrer l'ordre du jour pour aujourd'hui. Nous allons passer la majeure partie de l'heure pour parler de la Cure Fair, des recommandations qui ont été faites et nous aurons bien sûr du temps pour les questions à la fin de cette session. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le Q&A. J'aimerais commencer en présentant nos intervenants aujourd'hui.
La première personne est Dr. Limor Peer, qui est une directrice associée pour la recherche et les initiatives stratégiques à Institution for Social and Policy Studies de l'Université de Yale aux États-Unis. Limor supervise l'infrastructure et le processus de recherche en sciences sociales et elle est la cofondatrice de la CURE, des recherches en sciences sociales, et elle travaille en ce moment sur un projet de problème de reproductibilité sur les données. Limor a un doctorat en études de communication également. La deuxième personne, c'est Mandy Gooch, qui est une archiviste des données de recherche à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Elle travaille avec des étudiants, la faculté et le personnel pour donner de la formation. En outre, elle supervise le service de vérification des données proposé par l'Odom Institute et elle travaille avec les rédacteurs en chef des revues de sciences sociales pour mettre en place et maintenir leur flux de vérification à travers le processus de soumission des manuscrits. Florio Arguelas est un associé de recherche au Cornell Center for Social Sciences de l'Université d'Ottawa. Il supervise les services de données de reproductibilité au Cornell Center for Social Sciences. Il aide également les chercheurs sur le campus au traitement et à l'analyse des données qualitatives et quantitatives, aux stratégies d'anonymisation des données. Il anime également des ateliers, des formations sur les paquets de traitement de données et sur la transparence de recherche et la reproductibilité, entre autres choses. Il a une maîtrise et un doctorat en sociologie de Cornell. Nous ne serons pas malheureusement rejoints par Toumai Christen, qui est directeur adjoint des archives de l'Institut Odum pour la recherche en sciences sociales de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Aujourd'hui, il est incapable de nous joindre à cause d'un problème non résolu de conflit d'horaire. Mais Mandy va prendre sa place pour parler de sa section de la présentation. Enfin, je suis Dr. Tom Honeyman. Je suis le directeur du programme logiciel à l'Australian Research Data Commons et je travaille à la reconnaissance des logiciels en tant que résultat de recherche de premier ordre. Donc, passons à la suite. Maintenant, je vais passer la parole à Limor pour commencer. Excellent, merci beaucoup, Tom. Merci à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et merci à la RDA pour l'organisation de ce webinaire. Je vais prendre quelques minutes pour dresser un peu la table et expliquer où et d'où vient le groupe de travail. Et je vais vous donner également un petit aperçu du travail que nous avons fait ces derniers 18 mois à 2 ans, ainsi que les résultats et les recommandations. Nous avons pensé qu'il serait utile de commencer en contextualisant le travail du groupe de travail, en faisant un résumé du problème, qui dans notre tête est le fait qu'il n'y a pas de norme de reproductibilité informatique qui a été adoptée comme une partie intégrante de la pratique scientifique normative. Si vous pensez aux sciences sociales en particulier, ce qui est là où nous nous trouvons, il n'y a pas de variété dans les choses et il n'y a pas d'approche normalisée dans la conservation des données pour la recherche reproductible et faire. Diapositive suivante, s'il te plaît, Tom. Donc, juste pour être clair par rapport à ce qu'on veut dire, par rapport aux termes qu'on va utiliser, parce que nous avons des gens qui viennent de plusieurs euh, parcours, nous voulons clarifier ce que nous voulons dire par la reproductibilité informative, et ça, c'est la capacité de recréer des résultats de calcul à partir des données et du code utilisé par le chercheur original. Donc, même données, même code, on peut reproduire les résultats qui ont été rapportés.
Ensuite, lorsqu'on parlait de la curation, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la gestion et de la préservation des données sur le long terme. Donc, ça implique un ensemble d'actions qui sont guidées par les principes FAIR pour déterminer quels résultats de recherche méritent d'être partagés, comment, pourquoi, pour qui, par qui et pour combien de temps on doit les conserver. Donc, il y a vraiment une série d'actions importantes qui doivent être prises au fil du temps en relation avec ces matériaux, et c'est ce que nous voulons dire par curation. Donc, dans le contexte de reproductibilité, la curation veut dire quelque chose d'un peu différent. Nous sommes tous familiers avec le terme de curation des données, où ces actions sont appliquées aux données. Lorsqu'on pense à la reproductibilité des données, nous pensons vraiment à ce que nous appelons le compendium de recherche. Donc, nous ne sommes pas les premiers à utiliser ce terme, bien sûr. Il y a aussi d'autres références que nous trouvons dans les compendiums de recherche, les paquets de reproduction, mais ce dont nous parlons, c'est la collection des artefacts de recherche qui sont nécessaires pour comprendre les qui sont nécessaires pour comprendre et répéter pour d'autres utilisateurs, bien sûr, pour comprendre et répéter quelle est la collection des artefacts, pardon, pour comprendre et répéter de manière indépendante l'intégralité du flux de travail d'analyse, du traitement et de la transformation des données à la production des résultats. On parle également de paquets de fichiers reproductibles et l'ensemble, le compétium de recherche comprend tout cela. Donc, lorsqu'on parle de conservation pour la reproductibilité, donc de Cure Fair, pourquoi nous faisons cela? C'est pour c'est- le but, c'est la conservation et la reproductibilité pour permettre un accès en continu au compendium et aux parties qui sont comprises, nécessaires pour reproduire indépendamment les résultats associés. Passons maintenant à ceux qui sont affectés par les problèmes identifiés. Le manque donc d'approche à la curation pour la recherche FAIR. Nous pensons qu'il y a un grand nombre de différentes parties prenantes, pub- des chercheurs, des conservateurs, des éditeurs, tous les gens qui ont une participation dans le partage, la reproduction ou la conservation de la recherche. Et toutes ces parties prenantes peuvent bénéficier d'une plus grande clarté sur si la reproductibilité informatique peut être réalisée en utilisant les contenus, les objets contenus dans un recueil de recherche et si la qualité du recueil de recherche et de ses composants, par exemple, euh, atteint les standards que nous souhaitons avoir, par exemple, la conservation. Par rapport au fait de la réalisation du travail, le groupe de travail CureFair, qui a commencé en juillet 2019, nous avons vraiment formé ce groupe autour de l'idée de travailler sur une approche standardisée. Et en résultat de cela, à la fin de notre période de temps, nous avons livré ce que nous avons appelé les 10 choses ou les 10 documents qui ont été supportés par la RDA en juin 2022. Et ce que nous allons, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais je voudrais surtout mentionner et souligner d'autres résultats qui ont été produits par notre groupe au cours de notre travail. Donc, avant de les décrire, je voudrais m'assurer d'avoir mentionné et reconnu les membres du groupe de travail qui ont contribué au succès de ce groupe de travail de manière très variée. C'est vraiment un hommage à la RDA, l'organisation de la RDA qui a rassemblé tous ces gens et qui a
qui ont, qui a facilité la collaboration entre toutes ces personnes. Nous avons euh, les membres de notre groupe de travail qui ont travaillé de différentes manières, participé à des rencontres, fait de la recherche, écrit, contribué, revu. C'était vraiment beaucoup d'efforts qui ont mené à ce travail et j'ai une diapositive qui permet de lister tout le monde. Donc, très rapidement, pour passer à travers des résultats de soutien du groupe que nous avons créés sur notre parcours, ils sont vraiment disponibles publiquement. Vous allez voir un lien qui nous permet de renforcer notre recommandation finale, mais également qui peuvent être utilisés de manière indépendante pour toute personne intéressée. Nous avons un sous-groupe qui travaillait sur les défis de Cure Fair. Ce groupe récupérait des informations des différentes parties prenantes, les professionnels de données, les chercheurs, les ingénieurs, tout ce qui concernait les défis qui entouraient la réutilisation des matériaux nécessaires à la reproductibilité. Et nous utilisions cette information pour faire des résumés. Le deuxième résultat est la bibliographie annotée CureFair, qui adresse la curation des données, les revues des codes, la reproductibilité, tout ce qui tourne sur cette sphère. C'est sur la bibliothèque Zotero. Ils ont fait un bon travail en notant et en taguant chaque entrée. Donc, nous avons vraiment quelque chose de beaucoup plus compréhensif autour de ce sujet, exhaustif autour de ce sujet. Et encore une fois, c'est à l'écran. Et enfin, nous avons une enquête qui est encore ouverte. C'est une opportunité pour les groupes et les individus qui font le travail CureFair, donc qui font de la conservation pour les résultats FAIR, pour qu'ils répondent à des questions sur nos bases de données. Nous avons identifié plus de 20 organisations à ce jour. On parle d'organisations de recherche, de journaux, de services opérateurs et d'autres groupes et tierces parties qui offrent du soutien pour la reproductibilité. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Mandy, qui va nous parler de l'attraction principale pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Limor. Merci beaucoup à vous tous de, de votre présence. Quelques, je vais souligner quelques points sur notre recherche aujourd'hui. Vous allez pouvoir accéder à tous ces documents. Ils sont tous disponibles et nous allons partager les liens dans les diapositives. Donc, sentez-vous libre de visiter le site web ou les résultats de la RDA. Donc, premièrement, je veux décrire brièvement quelles sont les 10 choses. Donc, en fait, ce sont des lignes directrices pour normer les meilleures pratiques en matière de publication et d'archives des études reproductibles par calcul. Donc, elle se concentre sur la recherche en sciences sociales qui s'appuie sur les données quantitatives pour produire des résultats. Comme vous allez voir, un, c'est vraiment un exemple sur lequel tout le monde peut construire un modèle. Le public visé est très large, mais il y a beaucoup de gens qui qui sont impliqués dans la recherche. Donc, si on parle des conservateurs de données, les professionnels de l'information qui sont chargés de vérifier qu'un calcul peut être exécuté. On parle aussi de chercheurs, éditeurs, rédacteurs, réviseurs, toute personne intéressée par la création, l'utilisation, le partage, la publication ou la préservation de la recherche reproductible. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, le format des 10 choses a été très fortement influencé par d'autres choses, des documents qui ont été créés par d'autres groupes, comme par exemple la bibliothèque euh, Top 10 choses de la recherche ou la bibliothèque de l'Université Griffith. Donc, il y a un précédent pour ce type de format et nous avons vraiment pris l'idée de montrer nos résultats sous ce format parce que c'est très digestible et vous pouvez l'utiliser comme un modèle à customiser et à personnaliser pour votre groupe. Vous allez voir qu'il y a une section d'introduction
c'est là où nous mettons les bases et où nous définissons tous les termes courants à travers le document pour éviter la confusion. Il y a beaucoup de termes qui sont très similaires à travers les disciplines, mais qui ont de très grandes différences ici et là. Donc, nous voulions vraiment euh, nous assurer de mettre les bases. Nous avons également identifié les activités pertinentes à la curation et la computation et la reproductibilité. Et nous avons également décrit l'objectif des 10 choses pour la conservation et la recherche. Enfin, vous verrez une table des matières juste en dessous de la section d'introduction et elle explique le format du document. Où est-ce qu'on a trouvé le format de chaque chose et comment chaque chose est détaillée. Donc, vous avez une section qui décrit le problème, suivie de 3 sections d'action qui permet de commencer, apprendre davantage et approfondir. Donc, c'est vraiment le niveau d'introduction de l'information. Donc, les questions à considérer, les concepts qui permettent de commencer et comprendre comment faire cette chose en particulier. La section pour en apprendre plus va un petit peu plus loin, où on donne des ressources additionnelles et des informations pour vous aider à mieux comprendre certaines des nuances de ces choses. Et enfin, la session d'approfondissement vous permet vraiment de comprendre comment on peut aller au niveau interdisciplinaire. Il y a des outils et d'autres technologies pour explorer, pour vous aider à mieux comprendre un peu plus à propos de cette chose. Et chaque chose se referme à une question en particulier que cette chose adresse. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, alors que nous étions en train de composer les 10 choses, nous avons regardé l'information que nous avions rassemblée dans les autres résultats et nous avons trouvé un groupe de questions essentiellement que nous voulions que chaque chose adresse parce que nous pensions que c'était la meilleure approche pour mieux comprendre la recherche reproductible et fair. Ça, ce sont les questions. Je ne vais pas toutes les lire, mais ce sont les questions que nous avons identifiées. Et à partir de cela, nous avons extrait certaines des différentes choses qui vont adresser ces questions. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ce sont les 10 choses que nous avons trouvées pour adresser ces questions. Donc, premièrement, vous avez la complétude qui parle de la complétude du compendium de recherche. Nous avons l'organisation, s'assurer que tout est facile à comprendre et qui permet de suivre les différents objets dans le compendium de recherche. L'économie, donc, moins d'objets dans le compendium veut dire moins de choses qui peuvent se casser, moins d'entretien permanent. La transparence permet d'avoir le contexte nécessaire pour comprendre le processus de recherche. La documentation, c'est le processus qui est requis pour la reproduction d'une affirmation scientifique, donc s'assurer que c'est bien documenté. L'accès, s'assurer qu'il est clair de qui peut savoir, qui peut utiliser quoi, comment et dans quelles conditions. Et la provenance, c'est le numéro 7 qui parle de l'origine des composants du composium et la façon dont chacun d'eux a évolué au fil du temps de recherche à travers ces composants. Les métadonnées, qui bien sûr sont les informations relatives au compendium et à ses composants, ils sont intégrés dans un code schématique. L'automatisation, qui, dans la mesure de possible, s'assure que le flux de travail est basé sur des scripts afin de permettre une réexécution avec un minimum d'actions pour n'importe quel type d'utilisateur secondaire. Et enfin, l'examination, donc une série d'activités qui sont gérées et qui permettent d'assurer l'accès en continu au compendium et sa fonctionnalité. On ne veut pas juste le rendre accessible et ne jamais plus le toucher parce qu'on veut toujours s'assurer qu'il va rester accessible en permanence. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, voici notre recommandation du groupe de travail que faire. Voici notre carte avec notre citation. Vous pouvez aller sur notre citation pour voir cela, cette information. Ce que nous avons également fait, si vous pouvez aller sur la diapositive suivante, s'il te plaît, s'il vous plaît, Tom. Ce que nous avons également fait, c'est que nous avons transféré toute cette information sur un site web. Donc, voici le site web. Voici l'URL. Vous pouvez aller sur ce site web et voir chacune des choses et explorer
le document en entier. Ou si vous préférez y accéder sur un format PDF, vous pouvez accéder à la citation. Il y a également un format GitHub, donc vous pouvez y accéder. Diapo suivante, s'il vous plaît. La chose vraiment fantastique sur l'utilisation de ce format de 10 choses, c'est qu'il est modulaire. Donc, vous n'avez pas besoin de commencer au tout début avec juste une chose. Si vous savez suffisamment à propos de ces choses, vous pouvez passer directement à ce qui est pertinent pour vous et vous pouvez choisir le niveau d'activité qui correspond à votre expérience. Donc, si vous avez l'impression qu'il vous manque de certaines connaissances sur, sur ce sujet, vous pouvez peut-être commencer au tout début et ensuite aller plus en profondeur, mais peut-être que vous savez beaucoup sur l'économie et vous n'avez pas besoin peut-être d'autant d'informations. Donc, vous pouvez déjà directement aller plus en profondeur. C'est également personnalisable. Donc, c'est important pour nous de l'avoir développé en sciences sociales parce que c'est notre domaine d'origine, mais vous pouvez également utiliser vos propres ressources et le personnaliser aux besoins de votre propre discipline. Il y a le potentiel d'utilisation plus large pour les sciences de la vie et une analyse de données à la petite et grande échelle. Les archives de données, les dépôts institutionnels, les éditeurs scientifiques, etc., qui qui sont désireux d'adopter les lignes directrices vont bénéficier d'une approche normalisée de CureFair et nous l'espérons du développement de solutions largement applicables. Donc, c'est notre recommandation pour commencer à introduire les meilleures pratiques pour s'assurer d'introduire et de conserver la recherche reproductive et fair. Et c'est là où je vais m'arrêter. Pour le moment, je vais revenir dans quelques minutes, mais je vais passer maintenant la parole à Florio. Donc, je suis un des docteurs responsables pour les 10 choses. Le CCSS permet d'avoir un service de reproduction où nous certifions et vérifions la reproductibilité des études pour leur publication. Notre niveau d'adoption est au niveau de production pour l'instant. Nous allons continuer d'adopter ces recommandations et de les rendre disponibles pour leur usage. Tom, peut-on aller à la diapo suivante? Donc, pour adapter les recommandations, ça a pris très peu d'efforts parce que nous avons l'habitude de le faire. Je crois vraiment que ce sera également un effort minimal pour tout le monde si ces recommandations sont incorporées dès le début du projet. En général, nous avons eu une très bonne expérience à suivre les 10 choses et nous allons continuer de l'utiliser dans notre travail. Pour illustrer l'adoption que nous avons faite de ces 10 choses, nous allons regarder une des études que nous avons reproduites. Nous avons reproduit cela dans notre archive de données de reproduction. Vous pouvez y accéder avec le lien URL qui est affiché et vous pouvez voir ce qui a été reproduit en tapant dans la boîte de recherche R2 ou le nom de l'auteur. Tom, si tu peux montrer maintenant le lien. Merci. Donc ça, c'est le catalogue de ce que nous avons reproduit par Eva-Marie Mumkin et Marc Bellemare. Nous avons créé un catalogue pour eux. Vous pouvez voir tout en haut à gauche, nous avons établi un lien qu'ils peuvent donner au journal. Nous avons également une référence, un lien vers la référence de l'article. Donc, si vous cliquez sur ce lien en dessous de l'article de référence, ça vous emmène au l'article de journal et l'article de journal a un tableau de données disponibles qui ramène à notre catalogue. En même temps, nous avons également inclus les, les informations des profils ORCID et RG des auteurs. Eva-Marie, par exemple, c'est toute l'information que nous avons la concerne, mais vous pouvez la trouver ou la contacter via son profil ORCID. Donc,
Ça, c'est la chose numéro 6. Nous donnons accès. Nous, nous donnons accès à notre paquet de reproductibilité. Nous préparons également l'inclusi- l'information sur qui peut utiliser le paquet de reproductibilité, qui peut l'utiliser. Donc, en fait, les informations de permis. Vous pouvez télécharger le paquet sur juste un document zip si vous cliquez sur l'onglet Données et documentation. Nous avons essayé de retirer les lignes non nécessaires de code et de données. Les paquets de reproducibilité sont complets. C'est la chose numéro 1 sur la complétude. Il y a toutes les données de résultats, incluant les paquets d'analyse. Ce paquet en particulier que vous regardez dans l'étude n'inclut pas les données parce que les auteurs ne les... elles n'appartiennent pas aux auteurs. Par contre, il y a une déclaration de disponibilité des données qui explique comment avoir les données et dans quel do- document, dans quel dossier les mettre pour avoir pour la reproductibilité. Donc, ce paquet est très bien organisé, ce qui est la chose numéro 2, l'organisation. Les études suivent le protocole pour l'organisation des dossiers. La structure logique, vous pouvez dire où se trouvent les documents de résultats, les documents de bibliothèque, etc. Maintenant, pour plus de transparence, qui est la chose numéro 4, nous avons donné des instructions très claires sur l'accès. On parle de la transparence également analytique et tout ça est inclus dans le code avec l'information de contact pour les auteurs du manuscrit des données et des codes. Et vous pouvez les contacter directement. Maintenant, le paquet de reproductibilité a une documentation de toutes les données qui est la chose numéro 5. Nous y avons inclus et souligné un document de comparaison qui permet de comparer les données générées avec celles qui sont originales. Pour la chose numéro 7, qui est qui est euh, la provenance, nous n'avons pas les données, mais nous avons un document où on peut mettre les nouvelles données. Comme ça, nous ne pouvons pas répliquer plusieurs versions des mêmes données. Pour la chose 8, pour les métadonnées, l'interprète n'a pas entendu cette partie, l'interprète s'excuse. Comme nous l'avons dit un peu plus tôt, nous avons un lien vers les profils ORCID des auteurs pour qu'ils puissent voir les autres recherches qui sont liées par les mêmes auteurs. Pour la même chose, pour la chose numéro 9, l'automatisation, nous essayons de faire en sorte que les informations du paquet demandent une action minimale. Et cela veut dire que nos documents de résultats sont cartographiés pour une manipulation minimale. Nous avons également des codes de résultats qui simplifient l'accès à ces résultats. Et enfin, pour la chose 10, l'examen et la revue, nous revoyons les résultats, les codes et toute la documentation liée à l'étude. Et ensuite, nous validons le paquet que nous avons créé. Nous faisons également notre propre revue. Nous avons revu tous les paquets faits et construits depuis 2 ans, même celui-ci. Donc, nous sommes maintenant en train de finaliser la revue de maintenance de cette étude. C'est tout pour moi. Je suis heureux de répondre à n'importe quelle question que vous puissiez avoir à la fin. Donc, je reprends la parole pour Tumai, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Très brièvement, je vais parler de l'utilisation des 10 choses qu'il a fait. Et Florio, je pense, a fait un travail fantastique pour nous donner un très bel exemple des choses qu'il a fait à l'usage. Je ne vais pas trop en parler, donc merci Florio. Je veux juste parler de 3 ou 4 exemples. Premièrement,
Les 10 choses qu'il a fait peuvent être utilisées pour la formation des chercheurs et des professionnels, même les étudiants de niveau de maîtrise. Ça fournit vraiment un schéma pédagogique pour l'enseignement des concepts et compétences essentielles requis pour la conservation des données en vue de leur reproductibilité et vraiment développer cette recherche et ce compendium. Donc, c'est une des façons d'utiliser les 10 choses qu'il y a à faire. Une autre façon, ce serait de développer et évaluer les flux de conservation des données. Si c'est un domaine dans lequel auquel vous êtes intéressé, les 10 choses qu'il y a à faire peuvent vraiment contribuer au développement et à l'évaluation des flux de travail en définissant les objectifs des activités de curation. Quelles sont les actions spécifiques à prendre pour mettre en œuvre cela dans notre institution? Et enfin, articuler l'objectif des politiques de gestion des données et leur mise en œuvre. C'est une autre façon dont les 10 choses que faire peuvent être utilisées parce qu'ils décrivent les lignes directrices. Cela peut être utilisé pour informer les exigences des politiques de données qui favorisent la reproductibilité. Et dans le contexte de la vérification, par exemple, pour les politiques de vérification, nous supervisons, nous gérons et nous mettons en œuvre le flux de travail de vérification des données qui servent à travailler avec la JPS qui peut requérir, qui peut demander, exiger des auteurs qu'ils soumettent toutes leurs références dans utilisées pour les manuscrits avant la publication. Donc, les auteurs peuvent soumettre ces matériels et ils peuvent être envoyés vers notre institut où nous faisons un travail de vérification et de revue de ces différents matériels et nous les alignons avec les 10 choses qu'il y a à faire. Et nous nous assurons que tous les matériels utilisés et qui nous a été soumis est complet, transparent et juste pour que les gens puissent les utiliser et reproduire les résultats issus des manuscrits produits par ces journaux particuliers. Donc ça, c'est un autre cas d'usage pour les 10 choses qu'il y a à faire. Et maintenant, je vais passer la parole à Tom de manière à ce qu'on puisse terminer la fin de la présentation et ouvrir le panel pour les questions. Merci. Merci beaucoup, Mandy. OK, donc comme nous l'avons vu, je vais parler de là où on peut s'en aller avec ça dans le futur. Donc, comme vous l'avez entendu, il y a cette recommandation qui est disponible par DOI. Et dans cette recommandation, on s'aligne avec les pratiques standards de recommandation de la RDA. Nous parlons donc du mode de maintenance du groupe de travail. Dans ce processus, nous devons procéder à une maison de maintenance et ce sera pour ce résultat l'Institut Odium. Les résultats de soutien que nous avons mentionnés restent les mêmes et fixés dans le temps à ce moment, mais la recommandation en tant que telle a très bien accueilli, va permettre d'accueillir toute suggestion ou modification de ces résultats. Oups. Oui. Donc, comme nous l'avons dit auparavant, il y a une version sur le site web qui est beaucoup plus facile à consommer par rapport aux 10 choses. En particulier parce qu'il y a beaucoup d'hyperliens à travers ces choses parce que tout est connecté à tout. Donc, vous allez peut-être préférer l'accès à ces 10 choses via le format web. Si vous voulez suggérer des changements et poser vos commentaires, vous pouvez également y accéder par le dépôt GitHub. Nos, nos documents sont un mix de textes lisibles par les humains et un, un montant minimum de code. Donc, si vous pouvez euh, contribuer pour faire des suggestions ou des commentaires. Donc, nous vous recommandons d'avoir un compte, mais si vous pouvez, s'il vous plaît, ouvrir un problème encore dans le site web ou sur GitHub pour nous expliquer ce qui vous inquiète et quelles suggestions vous aimeriez faire.
et ensuite effectuer directement des modifications dans le fichier brouillon. Vous n'avez pas besoin d'être un expert GitHub pour faire cela. L'interface sur GitHub est assez suffisante pour faire la modification. Donc, ne soyez pas mis mal à l'aise par le fait que c'est l'utilisation d'un site web qui peut être nouveau peut-être pour vous. Ça a été simplifié au maximum pour ça. Donc, allez dans un dossier, faites des modifications et soumettez une demande sur, par exemple, la terminologie utilisée dans ce contexte. Si vous êtes un peu plus avancé sur l'utilisation de GitHub, vous allez peut-être vouloir euh, faire fonctionner ceci sur votre propre variante. Faites attention de ne jamais modifier le fichier principal et amusez-vous, faites ce que vous voulez avec le résultat. Nous restons ouverts à toute variation qui puisse arriver. Nous voyons donc beaucoup d'opportunités de lier ce résultat avec ce que vous aimez, incluant contribuer à l'effort principal. Nous avons déjà souligné certaines de ces contributions, mais je vais juste commencer en disant que tous les matériaux sont disponibles, tout le matériel est disponible sur CC BY. Il n'y a aucune autorisation spéciale auto- pour l'utilisation de ces documents si vous souhaitez l'utiliser. Ce qui pourrait aider, c'est que vous avez peut-être besoin de matériel qui est plus court. Donc, si vous vouliez, par exemple, extraire juste un certain niveau pour commencer certaines sections du document et produire juste une page pour introduire les gens au concept, faites-le. Il y a 3 formats techniques différents pour l'instant, mais nous serions heureux d'accueillir toute expérimentation et l'emmener dans d'autres formats. C'est disponible en PDF, c'est disponible en tant que site web et c'est également disponible en Mockdown. Et donc, si vous voulez introduire un nouveau format, sentez-vous libre. Et comme nous l'avons montré, les données peuvent être mises à jour ou téléchargées. Donc, si c'est votre passion et que vous aimeriez élargir l'audience pour cela, particulièrement alors que nous avons cette session qui est traduite en français et en espagnol, vous êtes vraiment les bienvenus. euh, et nous apprécierions que vous rendiez cela disponible pour un public plus large, que ce soit une section complète ou seulement certaines questions. Donc ici, ce sont les gens qui sont dans le groupe de travail de la RDA. C'est un travail et un effort collectif et nous aimerions remercier les membres du groupe, les membres de la liste qui ont participé à cette recommandation. Je ne vais pas lire tous les noms, mais je vais passer à travers les diapos. Je remercie toutes les personnes qui ont assisté, animé et qui ont vu s'il y avait des actions supplémentaires qui pouvaient être faites ou des connexions entre les activités pour s'assurer que euh, leur point de vue permette d'aller plus loin dans cette recherche. J'aimerais souligner le travail de ces personnes en particulier qui ont travaillé de manière très proche avec certains des résultats. J'aimerais souligner nos contributeurs qui ont vraiment aimé aider avec la production de la recommandation finale, que ce soit avec des commentaires ou avec l'écriture directe de section des choses. Et le deuxième point, c'est par rapport au rapport qui est plutôt long et qui a beaucoup de preuves euh, qui sont intégrées. Et j'aimerais représenter les 2 personnes citées en particulier pour leur aide dans la compilation de ce rapport et dans la vérification du contenu de ce rapport. Et sur ce, nous pouvons passer à la réponse à toute question dans le chat. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez entrer votre, euh, votre question dans le Q&A. Donc, nous avons une question. Comment fournir des instructions d'accès aux données qui résistent à l'épreuve du temps? Les organisations vont et viennent. Le code est retiré. Les services ne sont plus pris en charge.
Une concentration sur les identifiants et les paramètres uniquement qui aurait, est-ce que ce serait une concentration sur les identifiants et les paramètres uniquement qui aurait un DOI? Peut-être que nous pouvons commencer avec Limor pour répondre à cela. Bien sûr, je peux m'essayer. Je pense que ça, c'est le défi, le défi que nous avons qui fait que les gens doivent déposer leurs données et produire des DOI pour donner des citations de données, d'informations de citation des données. Je pense que c'est crucial. Nous y pensons de deux manières différentes. Nous pouvons avoir le compendium entier de recherche qui est juste déposé dans un seul répertoire, mais il y a également des cas, par exemple celui que Florian a montré, où l'accès aux données est restreint et doit se retrouver quelque part d'autre. Et si les données doivent être en quelque part d'autre, le mieux que nous puissions faire, c'est vraiment de donner de l'information détaillée sur comment l'avoir et spécifiquement la version des données, le moment où c'était, le moment d'obtention des données originales, les versions spécifiques, de manière à pouvoir à s'approcher des meilleures conditions pour avoir les mêmes données qui ont été utilisées originellement. Ce serait ce que j'aurais à dire. Je pense que oui, les DOI sont un bon début. Floria ou Mandy, si tu as quelque chose à ajouter? Non, je pense que vous avez tout couvert. Autant que possible, on aimerait avoir autant d'informations possibles qui soient transmises aux prochains utilisateurs. Le DOI serait parfait, mais ce n'est pas malheureusement la réalité de toutes les recherches que nous utilisons. Donc, vous faites autant que possible. Décrivez où vous avez reçu des données, les conditions, etc. C'est le meilleur, je pense, que nous puissions offrir. Oui, je suis d'accord. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, nous avons eu en fait une revue qui faisait partie de notre vérification des études qui ont été publiées il y a à peu près 2 ans pour nous assurer que le code fonctionne toujours. Oui. Et je dirais que oui, je serais d'accord avec tout le monde jusqu'ici. Et ce que nous essayons de capturer ici, c'est un objet complexe fait de plusieurs parties qui sont plus ou moins développées en termes de stabilité des ressources et de l'infrastructure. Donc, je dirais que c'est encore l'émergence des meilleures pratiques pour toutes ces parties. Et ce que nous allons peut-être trouver, c'est vraiment sortir l'objet et analyser chaque composante, chaque étape et voir ce que nous pourrions trouver. C'est que certaines parties se dégradent ou on y perd accès, mais les autres accès persistent pour plus longtemps et c'est pour cela que nous essayons d'augmenter les soins que nous apportons à chacune de ces parts également. Si je peux continuer et prendre cette opportunité euh, pour féliciter les professionnels de données parce que les chercheurs eux-mêmes, en tant que tels, n'ont pas nécessairement les capacités ou le temps ou la patience pour spécifiquement identifier les choses et s'assurer que les choses sont accessibles un peu plus tard. Mais il y a des professionnels qui savent comment faire ce travail et qui peuvent aider s'ils sont, qu'ils travaillent en collaboration avec l'équipe de recherche. Dès le départ, ils peuvent capturer les données et s'assurer que tout est documenté. Donc, je vois vraiment ça comme une opportunité qui, qui permet d'expliquer pourquoi nous avons besoin de professionnels de données dans ce genre de situation. Oui, je suis d'accord avec cela. Je suis sûre que personne dans le panel ici ne serait en désaccord avec cela. Nous allons passer à la prochaine question, qui est, c'est plus un commentaire. Je vais passer à la question d'Adam. Quel travail, quels travaux et solutions antérieures ont le plus inspiré votre série de 10 choses et les principes faits en général?
Je pense que on pourrait considérer cela comme une activité séparée, mais pour les 10 choses faire nous ont influencé, nous, dans notre travail et pas l'inverse. Mais est-ce que vous aimeriez réfléchir sur cela, surtout parce que nous avons euh, un focus différent? Peut-être qu'on peut faire le tour. Et cette fois-ci, si quelqu'un veut intervenir plutôt que qu'on ne vous donne la parole. Oui, je vais juste y aller rapidement pour dire que ce qui a inspiré les 10 choses, c'est vraiment, c'est vraiment le produit de l'expérience que nous avons eue au cours dans mon cas, des 10 dernières années de travail dans ce domaine avec Mandy, Florio, pendant ces dernières années et voir ce que ça prend, ce qui est nécessaire pour pouvoir présenter et capturer un compendium de recherche reproductible qui peut être utilisé et archivé. C'est vraiment né de l'expérience. Évidemment, comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de littérature et beaucoup de références sur lesquelles nous nous reposons pour identifier les 10 choses. Je pense qu'il y a 10 choses fair sur les données, les standards d'or et les conservations de données. C'est vraiment tiré de toutes ces choses. Mais moi, je dirais vraiment, la première chose, c'est que c'est vraiment l'expérience de ce dont nous avons besoin et du type de travail qui est nécessaire. Mandy ou Florio, pour moi, c'est également l'expérience que nous avons eue en travaillant avec le matériel de reproduction de nos services de recherche, basé sur l'expérience que nous avons eue. Tout cela n'était pas, nous avons vu que c'était pas parfait. Nous avons toujours eu à adresser certaines difficultés pour les paquets de reproduction, ce qui a rendu ça vraiment très important, que nous ayons les 10, les 10 choses, toujours incorporées et incluses dans le cadre de recherche. Merci. Je vais juste être une chambre qui fait écho ici et dire que c'est vraiment influencé par l'expérience ici à l'Institut, le travail que nous faisons pour le flux de travail de la reproductibilité. Donc, ces 10 choses sont vraiment des choses que vers lesquelles nous avons travaillé de manière consistante pour mieux comprendre les processus, pour qu'ils puissent euh, permettre de créer les compendiums de recherche les plus transparents et efficaces possibles pour le futur. Et je vais terminer en disant que pour moi, c'était vraiment le travail d'un groupe de travail différent de la RDA, qui était le logiciel de recherche FAIR et son groupe de travail pour voir comment nous parlons concrètement de FAIR quand on parle de logiciel et des résultats concernant les données. Donc, vraiment, tout le travail direct que nous pouvons faire concernant les données. Et souvent, le logiciel est considéré comme un autre panier. C'est quelque chose qui est considéré comme très différent parce que c'est déjà assez difficile de travailler comme, comme tel avec les données. Pour moi, ça a été une grande influence pour moi et si j'estime peut-être pour le groupe également, aller dans les choses vraiment difficiles, si vous voulez. Donc, je vais passer à notre question suivante. La question suivante, pensez-vous que les revues feront du compendium de recherche une information complémentaire obligatoire? Oui, vas-y, Mandy. Je pense que c'est une conversation qui, que différentes organisations ont eue par rapport aux journaux qu'ils ont publiés. Je pense que ça amène à la question de préparation de ces communautés. Est-ce qu'ils sont prêts ou pas pour euh,
ce niveau d'engagement et ce type de sortie additionnelle, mais ça pourrait être une façon de souligner comment mettre les choses ce type de compendium de recherche ensemble si on veut éventuellement euh, faire rendre ça comme partie intégrante de leur soumission d'information. Donc, on pourrait avoir des compendiums de recherche aux côtés des politiques ou des niveaux de suivi des recherches. Et je pense que c'est vraiment un engagement des communautés de recherche en tant que tel parce que c'est beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Donc, c'est possible, mais oui, encore une fois, c'est le niveau de préparation. Oui, juste pour répondre et continuer là-dessus, les politiques d'édition ont tendance à se reposer sur la volonté de la communauté. Et c'est ce qui va être reflété. Il y a plusieurs niveaux. Ça peut être un groupe éditorial qui appartient à une communauté particulière, mais les standards doivent être mis par un journal particulier. Ça peut être également au niveau de l'édition. Ça peut être des politiques aspirationnelles où ils voient on souhaite s'aligner sur un mouvement plus large. Si on peut parler de science ou de façon de travailler. Mais en général, ça doit commencer avec la communauté en tant que telle qui veut faire ce changement, refléter ce changement à travers une norme de pratique et même. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Lima? Malheureusement, j'ai l'impression que nous n'avons plus de temps. Oh oui, en fait, ce avec quoi j'aimerais terminer, c'est que nous allons répondre aux questions restantes. Il va y avoir un courriel qui va euh, suivre ce webinaire, cette présentation. Et je m'excuse de ne pas avoir pu arriver aux questions restantes de la boîte à questions. Stéphanie, est-ce que tu veux nous permettre de terminer? Oui, est-ce que tu peux arrêter ton partage et je vais partager mon écran? Merci beaucoup. Oh non, voici mon chien qui commence à faire du bruit, mes excuses. Travailler, les joies du travail à la maison. J'aimerais que vous me rejoigniez pour remercier Limor, Mendy, Florio et Tom pour cette belle présentation aujourd'hui et également tous les membres du groupe de travail. Je tiens également à remercier les personnes qui travaillent en coulisses, Megan et Rebecca, pour leur soutien technique et et les interprètes. Merci à l'Alliance de recherche numérique du Canada pour avoir organisé les services d'interprétation en français. Merci à notre interprète française, Yanitza, qui a été avec nous pour chacun, je pense, de ces webinaires. Merci à Federico Cetrangolo et Andrea Mora Campos de la Referencia pour avoir organisé les services d'interprétation en espagnol. Et merci à notre interprète espagnol aujourd'hui, Lexi Gonzalez. Comme mentionné précédemment, l'enregistrement de ce webinaire et ses diapositives seront disponibles sur la page webinaire du site de la RDA. J'ai mis un lien dans le Q&A vers ce lien. Les diapositives seront là euh, la semaine prochaine. Nous avons encore deux webinaires à venir pour cette année. Le premier sera pour le groupe de travail sur les schémas de métadonnées en octobre et le groupe de travail sur les normes communes du DMP en novembre. Je ne vais pas passer à travers le tout, mais nous avons maintenant une série de podcasts. Vous pouvez vous abonner. Il y a beaucoup de belles présentations et nous en avons trois ou quatre qui restent à produire pour cette série. En 2023, la Research Data Alliance va fêter ses 10 ans et la plénière 20 va revenir là où tout a commencé. Ça va être du 21 au 23 mars 2023. Ce sera organisé conjointement par l'Université Chalmers et l'Université Göteborg. J'aimerais vous remercier pour votre présence et pour nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous espérons vous voir dans nos futurs webinaires. Merci d'avoir été avec nous et au revoir à tous.